recherche porte sur la segmentation, les statuts d'emploi, les politiques sociales, la contractualisation de l'emploi dans l'enseignement supérieur. Alors, son allocution s'intitule « Statut d'emploi et transformation organisationnelle des universités ». Alors, vous allez, comme moi, sans doute avoir l'impression de redite ou de synthèse relativement à tout ce qui a été dit depuis hier, mais je le ferai à partir d'une étude de stratification et d'injustice dans l'emploi. Comme le propose un chercheur qui a écrit un article qui s'intitule « Temporaire, permanent, vedette, la tripartition du salariat académique », et je vais vous lire un extrait. Le monde académique constitue un bon laboratoire pour l'analyse des marchés du travail. Il donne à voir les processus d'individualisation des carrières, de progression des pratiques flexibles de rémunération ou encore d'effritement du salariat stable et de fragilisation des statuts. Le contexte y est propice, le contexte néolibéral contemporain. Donc, ce qu'a fait ce chercheur, c'est de considérer que, effectivement, l'enseignement supérieur est un milieu propice et privilégié pour regarder les mutations de l'emploi. Je vais prendre la chose à l'inverse aujourd'hui. Je vais considérer justement les mutations de l'emploi dans l'enseignement supérieur pour nous donner un indice des mutations même de l'enseignement supérieur. Donc, la prétention, c'est d'illustrer la mutation de l'université à partir de la multiplication des statuts d'emploi, la mutation comprise comme une transformation de l'institution universitaire en organisation du savoir. La démarche conceptuelle sur laquelle je vais aller très, très vite, donc je me fais du fun, c'est-à-dire que j'ai appliqué la théorie de la segmentation, l'analyse de l'emploi que je fais d'habitude au cas de l'enseignement supérieur, en particulier d'abord au cas des chargés de cours, d'abord au syndicat des chargés de cours de l'UQAM, puis ensuite pour la FNEC, dans une perspective là, de documenter la situation au Québec, de la comparer à la situation canadienne en s'attardant ensuite à l'axe anglo-saxon. Donc là, je n'avais pas envie de dire ce que moi j'ai déjà dit, mais bien de m'amuser un peu, si vous voulez, de considérer avec les sociologues classiques des inégalités des classes sociales et de la stratification, comment on pouvait plutôt interpréter ce constat de la transformation de l'emploi, de la segmentation de l'emploi. Donc, je vais quand même aller vite sur la démarche conceptuelle parce que, bon, c'est juste pour le fun, on va le dire comme ça. Je vais m'attarder brièvement sur les constats, puis je vais surtout vouloir, avec vous, en tirer certains éléments d'analyse. Donc, la méthodologie conceptuelle, c'est une prétention conceptuelle ici. Si la structuration des emplois peut témoigner des réalités institutionnelles, supposons donc qu'il y aurait une structure de l'emploi qui correspondrait à l'institution universitaire et on aurait une structure de l'emploi qui correspondrait à la transformation organisationnelle de l'université comme organisation du savoir. Et on pourrait porter un jugement normatif là, en matière de quelles inégalités ça génère. Les références conceptuelles, on peut recourir avec les études de stratification à Weber, qui a fait, et de la domination aussi, avec le concept de statut et de prestige, avec l'analyse de la bureaucratie. À Marx et surtout à ses descendants, avec les théories hétérodoxes de la segmentation de l'emploi, et qui donne le concept de statut d'emploi, avec Polanyi sur le désencastrement ou le réencastrement de l'économie du savoir dans l'économie, et Durkheim avec le classique sur la division du travail. Je commence avec Weber. Évidemment, Weber renvoie à la structure classique de l'organisation, l'organisation bureaucratique, on va le dire comme ça, qui a grosso modo la même forme que l'entreprise, la grande entreprise du 20e siècle, avec une structure très pyramidale, avec donc... Et toute la question, c'est est-ce que cette structure pyramidale, est-ce que cette forme bureaucratique s'applique réellement bien à l'institution universitaire, pré-économie du savoir, en supposant donc qu'on serait capable, je vous mets la forme tout de suite là, quand même, qu'on serait capable de retrouver dans l'ancienne université, qui est, vous savez, un idéal type et en même temps un mythe, une forme beaucoup plus légitime de domination, avec cette idée que on progresse à mesure des épreuves dans la hiérarchie universitaire et que la personne qui occupe la direction est un membre parmi les autres. Cependant, on est obligé évidemment de relativiser en rappelant, comme l'ont fait hier
Laval et Dardeau que l'université vient quand même de la tradition du collège, des corporations, puis ensuite d'une direction collégiale qui a été aussi pensée par Weber. Et que peut-être que cette structure bureaucratique s'applique plus ou moins bien à l'université. Cela dit, je voudrais quand même faire une remarque relativement à Weber en disant que chez Weber, vous savez, une des analyses de la stratification qui est utilisée, c'est celle du prestige des fonctions et que du fait de cet héritage corporatif de l'université, on a effectivement un prestige qui a été colporté d'année en année, de décennie en décennie, qui est attaché au statut de professeur d'université et selon lequel, bon, il y a certains avantages qui sont conférés à cette profession, son indépendance, sa maîtrise de la connaissance, etc. Et ce qui est intéressant, si on l'applique au cas du Québec, c'est qu'on a des travaux récents d'un historien qui s'appelle Jules Racine Saint-Pierre, si je le nomme bien. Saint-Jacques, merci, qui nous rappelle que les professeurs d'université au Québec ont pris conscience d'eux-mêmes comme classe en soi seulement à partir des années 50 et qu'antérieurement, avant qu'ils aient conscience de former ce groupe professionnel, cette classe à part, ce statut de prestige, donc avant ces années 50, qui correspondent aussi à l'avènement justement de cette institution universitaire, eh bien, ils étaient tous plus ou moins des enseignants, des chercheurs à contrat universitaire, et on pourrait dire que, puis là, vous me voyez venir, je vais vous parler des chargés de cours, évidemment, c'est qu'on pourrait dire qu'à ce moment de la prise de conscience et d'auto-attribution de ce statut prestigieux, on a donc approprié ce prestige à l'encontre de ceux qui n'allaient pas acquérir la permanence, c'est-à-dire les chargés de cours. Donc, avant cette prise de conscience, tout le monde était chargé de cours, grosso modo, tout le monde était contractuel de recherche. Et la prise de conscience a donné donc lieu à l'accaparement d'un statut prestigieux par les seuls professeurs. Je passe vite. Donc, la forme qui correspondrait à l'économie du savoir, à l'organisation dans l'économie du savoir, est une forme segmentée. Donc, on conserve une certaine idée pyramidale, évidemment, mais le fait qu'on n'est pas une progression, si vous voulez, de la carrière, relativement régulée, avec une certaine égalité, implique donc un éclatement des statuts et une différenciation de l'accès aux statuts qui implique donc une fin du passage entre les statuts. Donc, on a vraiment une forme qui correspondrait bien à ce qu'on appelle la segmentation contemporaine et qui correspond aussi à la dynamique de l'emploi dans les entreprises contemporaines, donc, et qui se manifeste par une multiplication des statuts d'emploi, une polarisation des conditions d'emploi. Ce que dit la théorie de la segmentation, c'est essentiellement qu'on a un cœur de permanent. On a un jeune chercheur hier qui l'a évoqué, donc un cœur de permanents qui jouissent de bonnes conditions de travail. Et autour, on a un ensemble de périphéries, de précaires qui exercent plus ou moins les mêmes travaux, mais avec des conditions de travail et d'emploi qui sont beaucoup moins intéressantes. Et comme je viens de l'évoquer, la théorie de la segmentation, elle est ancienne, elle est surtout ancienne dans le cadre de l'université, mais elle témoigne néanmoins des transformations contemporaines parce qu'on sait que pour ce qui est des caractéristiques de l'emploi contemporain, on a une ampleur, une croissance des marchés secondaires de l'emploi, donc de la précarité de l'emploi, ce qui correspond à la réalité de l'emploi dans l'enseignement supérieur. Et donc, pour faire les travaux comme il faut, rappelons ce qui est le statut d'emploi au cœur du système de l'emploi. Il correspond effectivement au statut de professeur d'université qui acquiert la permanence dans la foulée de cette prise de conscience dans les années 50, qui se regroupe ensuite dans des syndicats. Le premier syndicat date des années 70, donc précède de peu les syndicats de chargés de cours, se fédère avec, par exemple, la FQPPU en 1991, et ils correspondent à l'incarnation de ce qu'on appelle l'emploi typique, qui correspond à sécurité d'emploi, temps plein, horaire stable et régulier, avantages sociaux croissants, présence syndicale.
Et la permanence ici a un rôle assez particulier. Comme nous le dit Weber par rapport à la bureaucratie, c'est-à-dire que la permanence et les fonds de retraite permettent de conserver, pour ce qui est des fonctionnaires de l'État, même si on sait que dans la traduction anglo-saxonne, le statut de fonctionnaire doit être relativisé, mais néanmoins, cette acquisition de la permanence, c'est ce dont elle témoigne, de l'autonomie académique. C'est une des manières de dire: si nous jouissons de bonnes conditions d'emploi, eh bien, nous ne vendons pas notre âme aux entreprises privées, nous ne vendons pas, nous ne sommes pas inféodés à l'État. Donc, c'est important de le rappeler, hein, vous comprendrez pourquoi. Et donc, le statut de chargé de cours, évidemment, correspond par excellence au statut d'emploi atypique. Ils sont atypiques parce qu'ils sont statutairement occasionnels, contractuels, et ils sont aussi représentés dans l'ensemble de ce qu'on appelle les emplois atypiques, le temps partiel, double emploi, plusieurs peuvent être aussi travailleurs autonomes, etc. Et donc, bien qu'aussi ancien que l'université, le statut de chargé de cours est en croissance depuis une trentaine d'années au Québec, au Canada, partout dans le monde, vous l'avez entendu tantôt. Aux États-Unis, le phénomène est incroyablement important, avec des conditions de travail particulièrement dramatiques. Donc, la segmentation de l'emploi, approfondissons, une fois qu'on a posé les bases sur les quelques constats qui sont importants de faire, c'est-à-dire élargissons aux autres marchés périphériques et expliquons un peu cette surreprésentation. Donc, il faut tenir compte de ce qu'il en est d'un marché d'excellence ou de la différenciation par le haut avec la haute direction concurrentielle, avec la croissance des effectifs de gestion et avec l'éclatement des fonctions de recherche et d'enseignement dans le bas. Donc, pour ce qui est du haut qui évacue, qui sort de la pyramide, si vous voulez, institutionnelle, bien, vous le savez, des recteurs qui ont des salaires stratosphériques et des parapluies dorés, exactement comme dans les très grandes entreprises globalisées. Et aussi, notons-le bien, l'ampleur prise par le personnel de gestion qui, comme le rappelait la FQPPU dans ses travaux sur l'analyse du financement des universités, a cru d'une manière extrêmement notable dans les universités québécoises au cours des dernières années et que nos amis Martin et Ouellette qualifient de bureaucratie de contrôle, c'est-à-dire un appareil complexe de contrôle d'indicateurs de performance, d'évaluation, de gestion de la propriété privée. Là, je parle des brevets. Et donc, on a l'impact de ces évaluations dont on parle depuis hier dans l'ampleur prise par ce segment qui est quand même un segment protégé, mais bref, qui a un rôle tout à fait particulier à faire. Conformément au modèle de la segmentation, l'université a donc connu une multiplication de ses statuts d'emploi. Et ce que je veux quand même noter, et c'est ça qui est intéressant pour la sociologue de l'emploi que je suis, c'est que la segmentation de l'emploi dans le milieu académique, dans l'enseignement supérieur, est supérieure aux données qu'on a sur l'ensemble du marché du travail. Vous me direz, c'est le cas dans la fonction publique en général, on le sait, mais on a des taux d'atypie au Québec là, avec une croissance à partir de la moitié des années 70, surtout à partir des années 80, qui aujourd'hui s'établit autour de... Bon, aujourd'hui, on est à 37,5 %, mais qui s'établit autour de ça, 35-40 %. Et vous verrez les chiffres, c'est que dans l'enseignement supérieur, on est bien au-delà de ces réalités d'ensemble. Et donc, il y a là quelque chose à expliquer. Et qui ne fera pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous expliquer pourquoi. Je pense que vous le savez. On le sait, là. Enfin, je peux le dire un peu aussi, mais peut-être pas tout de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est de l'interpréter, pas tant de l'expliquer aujourd'hui. Bref. Donc,
quand même, il faut le signaler, puis là, c'est à Durkheim qu'on peut faire appel, c'est la séparation des fonctions, de la fonction synthétique, recherche et enseignement. Donc, l'éclatement de la fonction professorale avec, de cette fonction synthétique, on a une branche qui va vers l'enseignement, puis une branche qui va vers la recherche. Pour ce qui est du statut de professeur lui-même, on a des micro-éclatements. Donc, ces chercheurs sous octroi qui ne font pas, sinon peu d'enseignement, des professeurs-chercheurs qui sont eux aussi dégrévés de l'enseignement, des professionnels de recherche, c'est-à-dire des contractuels. Ils sont 2500 au Québec avec des statuts d'emploi qui sont particulièrement aussi, bien, ils sont surreprésentés dans les emplois atypiques, ils sont contractuels, bien sûr, mais le quart travaille à temps partiel. 75 d'entre eux ont des contrats à durée déterminée. Et ils sont donc atypiques dans 80 des cas, ce qui est quand même fort important. Donc, ils sont peu nombreux, mais c'est une tendance importante. Et vous avez tout en dessous les auxiliaires de recherche. Pour ce qui est de la fonction d'enseignement, bien, rappelons-le, on a quand même les études du CAP, le Changing Academic Profession, et le Canada, le Québec viennent d'embarquer. C'est une enquête internationale qui s'interroge notamment sur la perception qu'ont les professeurs d'université de leur métier. Donc, à l'image de ce que dit cette grande enquête-là, les professeurs continuent à enseigner, à aimer enseigner, à trouver du sens à cette partie de leur tâche. Mais c'est dans un contexte aussi de massification des effectifs étudiants et de croissance de la taille des groupes. Donc, il y a une intensification de cette tâche-là, mais ce n'est pas parce que les professeurs n'aiment pas enseigner qu'il y a plus de chargés de cours qu'ils le font à leur place. Les chargés de cours de plus en plus nombreux, c'est quand même relativement stable pour le moment, bien, depuis une quinzaine d'années. Et donc, ce sont quoi? Des professionnels qui sont devenus des professionnels de l'enseignement parce que le fait est qu'ils sont permanents, ils sont contractuels de manière permanente, c'est-à-dire que la réalité des chargés de cours n'étant pas nouvelle, ni seulement redevable à la croissance de l'économie du savoir, c'est un phénomène de précarité entretenu d'une manière un peu absurde parce qu'évidemment, c'est une réalité qui est permanente et qui est stable depuis une quinzaine d'années. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, puis je vais, avant, bien, vous les voyez, là, mais avant de vous les donner, ou les chiffres, je vais quand même vous signaler un truc concernant les chiffres parce qu'on ne les a pas, les chiffres. Le Canada est le champion de l'absence de données sur les statuts d'emploi dans l'enseignement supérieur. Il y a un jeune chercheur ontarien qui s'appelle James Brownlee qui a fait une thèse de doctorat sur les contractuels en Ontario, puis qui a écrit un article magnifique où il raconte les déboires qu'il a vécu pendant 1 ou 2 ans à rechercher les données sur les contractuels dans les universités ontariennes. Puis c'est super drôle parce que des fois, il dit, bien, il y en a, tu sais, Ryerson ou Carleton University publie tous les ans toutes les données sur les masses salariales, qui fait quoi. Mais il y a des universités, il dit, il l'appelait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les madames, ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Les madames, je veux dire, les secrétaires administratives étaient là, mais on ne sait pas. Vous nous demandez quoi, en fait? De qui parlez-vous? Donc, méfiez-vous quand même des données sur les contractuels parce qu'elles sont parfois même inexistantes dans la mesure où les institutions ne les produisent pas. Et les données sont politiques. Donc, ne pas faire apparaître ce phénomène, c'est ne pas pouvoir agir dessus. Je dirais en terminant sur ce petit éditorial que l'Institut Statistique Canada va entamer une vaste recherche pour collecter les données sur cette situation. Et on espère qu'elle le fera bien parce que jusqu'à preuve du contraire, les données historiques sur les personnels dans l'enseignement supérieur sont inexactes parce qu'elles ne font pas apparaître la réalité du statut de chargé de cours. Dernier élément à se méfier, les données qu'on a au Québec, la FQPPU les connaît, les a, ont un petit biais, c'est-à-dire qu'une personne qui enseigne dans plusieurs universités va apparaître autant de fois dans les données. Fait on pourrait avoir un certain nombre de contractuels qui sont la même personne plusieurs fois. Donc, le nombre de contractuels en 2008-2009, c'est-à-dire de chargés de cours, est
à plus de 11 000, donc à dépasser l'effectif professoral qui est, lui, autour de près de 10 000. Et ce qui est surtout important, c'est de regarder la proportion de cours qui est donnée par les contractuels, qui est autour de 40 %. Alors, si on regarde cette réalité-là, évidemment, on arrive aux mêmes données que le taux d'atypie dans l'ensemble du marché du travail. Il y a un nouveau statut relativement à la fonction d'enseignement seulement qui existe. Bien, il est nouveau, il n'est pas nouveau partout. À l'ETS, il est assez ancien, c'est celui de chargé d'enseignement. C'est quelqu'un qui est un super chargé de cours, si vous le voulez, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a parfois des contrats à plus longue durée, une charge de cours qui est soit excessive, soit raisonnable pour gagner sa vie. C'est un phénomène qui est beaucoup plus massif dans le reste du Canada. Et ici, on est à un moment charnière. On ne sait pas si ça va prendre de l'ampleur ou pas. Puis on n'est pas certain, à vrai dire, que c'est la solution à la précarité de l'emploi des chargés de cours. Et dernier étage de cette segmentation de la fonction enseignement seulement, l'hyper-parcellisation des tâches de l'enseignement, c'est comme une expérience que j'ai vécue là, à l'Université de Montréal où le prof monte le cours, le chargé de cours donne le cours PowerPoint clé en main. Les examens sont donnés par des personnels, étudiants internationaux et les corrections sont faites par une autre main-d'œuvre qui est plus ou moins connue du professeur. Ce qui annonce les plans cadres, les auxiliaires, le financement intégré, la distinction entre l'enseignement et l'évaluation. C'est ça quand je vous dis que les professeurs peuvent ne même plus du tout regarder la correction ou l'évaluation des travaux des étudiants. Donc, ici, vous avez les données pour le Canada, là, où on voit la diminution du nombre de la proportion de professeurs par rapport à la croissance du nombre de chargés de cours. Et vous avez la proportion que ça donne là, pour le Québec, là, qui est à 55 % de chargés de cours par rapport aux professeurs, une surreprésentation qui est confirmée pour le Canada. Donc, l'analyse maintenant que je veux en tirer, c'est de l'enseignement sans la recherche et de la recherche sans l'enseignement, de l'enseignement pour le système d'emploi, de l'enseignement sans les conditions qui protègent la collégialité et la liberté académique. Je commence avec la menace au statut de professeur. On le sait, surtout parce que les Américains nous interpellent beaucoup là-dessus. Il s'avère que l'ampleur que prend cette segmentation et cette surcontractualisation dans l'enseignement supérieur implique directement ou indirectement une menace au statut même de professeur. Donc, bon, en Angleterre, on sait que la permanence a été abolie, mais ce n'est pas le pire, c'est-à-dire que ça n'a pas eu d'effet absolu. Là. Il y a encore des professeurs permanents, mais quand même à Cambridge, une université prestigieuse, une grande université de classe mondiale, seulement 25,8 % des postes sont permanents. Des contrats individualisés avec la possibilité pour certains d'avoir un financement à la tête du client, c'est-à-dire qu'il n'est plus rattaché au lieu d'attache et qui permet comme ça d'avoir une valeur concurrentielle sur un marché où on peut négocier des contrats en déménageant de gré à gré entre diverses universités, en allant là où on nous offre les meilleures conditions. Ce qui implique, vous l'aurez compris, une mise en concurrence des professeurs et de leur statut. L'effet à mesurer, c'est quand même celui qui a sur la stagnation salariale d'un côté, sur l'intensification de la tâche de l'autre côté, et aussi la dévalorisation de l'enseignement et du statut de professeur, la menace à la collégialité, avec évidemment des CA de plus en plus indépendants de la communauté universitaire, de plus en plus branchés sur les entreprises. Et l'exclusion, c'est important pour moi de vous le dire, l'exclusion des membres de la communauté de la collégialité de fonction. C'est un terme qui est un peu bâtard, mais pour vous dire que effectivement, ces personnels contractuels chargés de cours, chargés de recherche, ne sont pas également représentés ou en proportion du poids qu'ils représentent à cette idée de collégialité, ce qui me semble impliquer un problème
de collégialité, mais aussi un problème de mépris systémique. La petite phrase, si l'on considère que les contractuels de l'enseignement supérieur sont des spécialistes de la formation et de la transmission des savoirs, ne faut-il pas comprendre que leur faible participation à la collégialité les rattache, sinon à l'université, alors au système d'emploi? Donc, il me semble que ça concerne la communauté universitaire de reconnaître et d'intégrer davantage les contractuels, pas seulement par le biais d'une consolidation de leur statut d'emploi, mais aussi par le biais de l'intégration à la collégialité. La menace aux conditions de la recherche, c'est le cas des contractuels de recherche qui me permet de le dire, c'est-à-dire, on l'a ressassé depuis hier, le financement par projet a un impact sur la pérennité de la pensée, du développement des connaissances, de ce patrimoine, pour reprendre l'expression de M. Laval, mais il se reflète justement dans la précarité des chercheurs, des professionnels de recherche eux-mêmes, et du coup, c'est aussi problématique. Enfin, à peu près enfin, là, il en reste une après. Menace à l'esprit de l'université. Si l'université est une grande entreprise comme les autres, elle peut s'internationaliser et se délocaliser. Elle peut se préoccuper davantage de ses clients, des cours à la carte, les services de placement, la veille sur les besoins de main-d'œuvre. Puis l'illustration, c'est quand, dans cette logique de segmentation-là, York décide de mettre sur pied une agence de placement de personnel. Du coup, cette diapositive me permet de vous rappeler que je regarde comment on analyse les entreprises actuellement, puis je me dis, bien, si je vois le même phénomène à l'université, alors je suis obligée de dire, bien, elle tend à devenir une entreprise comme les autres, à produire donc des diplômes, des extrants en recherche, en innovation, etc., et que donc elle perd son esprit. Elle devient une organisation avec ce qui implique une adaptation à l'environnement, une mise en concurrence dans la foulée de l'économie du savoir, qui implique donc une dynamique marchande et concurrentielle et un désencastrement de l'université. Enfin, un désencastrement de l'université vers une logique beaucoup plus économique, par le haut, parce que la contractualisation n'est pas attaquée par le bas, c'est-à-dire, et par le haut, par une individualisation des carrières, des salaires et un laisser-faire élitiste. Voilà, j'ai terminé.